J'ai quasiment insulté Martina Hingis avec ma consultante de l'époque, l'ingénieur du son, qui dit « Vous êtes dans la tête depuis 4 minutes !» Je me dis... Plus grand match que tu as réussi à commenter. Ça a longtemps été quand même le Federer-Nadal 2017 et le Nadal-Djoko 2012. Les deux ont été dépassés. Quelle est la meilleure époque du tennis? À chaque fois, je me dis, à la suite, ça va pas être facile. Et on est béni des dieux, on se tape Alcaraz et Sinner. Autant, en général, je me dis, tous les records sont battables. Et celui-là, je pense qu'il ne l'est pas. Moi, je me suis pas éclaté à voir Nadal démolir en 2h23. Chaque mec, ça m'a flingué. Ce qu'on pourrait changer, parce que ça a été un changement absolument scélérat et dégueulasse, c'est les Masters 1000 sur 12 jours. Salut Fred, comment tu vas? Très bien, Marvin. Bonjour l'Univers Tennis. Bah écoute, ça fait super plaisir de t'avoir, c'est un grand plaisir. Je pourrais te présenter de plein de manières, journaliste, commentateur, etc. Mais je préfère que tu le fasses toi-même. Donc première question, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, je suis Frédéric Verdier, je suis journaliste, spécialisé dans le sport depuis pas mal de temps. J'aime beaucoup le tennis, le foot et plein d'autres choses. Et je m'estime très chanceux de faire ce métier. Ça fait combien de temps que tu commentes du coup précisément le tennis? Le tennis précisément, c'est depuis 98. Ouais. 98. Ok. C'est quoi ton rapport au tennis quand t'es plus jeune? Quand j'étais très jeune, bien avant de commencer, c'était un rapport de passionné, de pratiquant. J'adorais, j'étais convaincu que j'allais être un très grand joueur, parce que moi je suis un champion raté, c'est évident. Donc jusqu'à 15-16 ans, j'étais assez certain que je passerais pro, quoi. T'avais un classement Oui, mais 3e série, voilà. Puis je jouais assez peu dans l'année. Je jouais suffisamment pour être assez mauvais pour comprendre que je ne serais jamais, par exemple, négatif et encore moins pro. Mais j'avais eu quelques quiproquos avec des gens qui m'avaient pris pour un joueur. Et ça avait augmenté le côté absurde de l'ambition. Et puis, vers 17 ans, j'ai compris que c'était évidemment très, très loin de mes capacités. Mais j'ai continué à jouer. En fait, moi, j'aimais simplement jouer sur un terrain, compter les points, faire des sets avec des amis. Et j'aimais pas tellement, de toute façon, le système compétition, c'est-à-dire tout ce qui était classement, tout ce qui était tournoi. Tu as ton premier tour à 9h à Nanterre Université. Ensuite, tu attends 3 heures, tu rejoues ton deuxième tour. Tout ça, ça me gavait assez vite. Et puis, j'étais très susceptible déjà. J'étais très, très ombrageux. Donc, dès qu'il y avait un truc sur le terrain, j'avais l'impression que mon adversaire faisait des coups interdits dans mon esprit, ou surtout carotter des points, ça me rendait complètement hystérique. Donc j'ai vite arrêté ça pour le salut de tout le monde. Et ensuite, j'étais surtout encore une fois un passionné à la fois de tournois, aller sur les tournois, regarder les matchs à la télé et puis pratiquer, jouer moi-même. De la passion que tu avais, à quel moment tu te dis que tu veux devenir journaliste et précisément journaliste sportif? Très tard, parce que dans la famille où j'étais déjà, c'était pas un métier. Moi, j'étais voué à éventuellement tenter des grandes écoles d'ingénieurs. J'avais pas envie parce que je détestais les maths. Après, on m'a dit tu vas faire plutôt HEC. J'ai fait une prépa HEC, j'ai fait l'école de commerce pendant 1 an. J'ai bien senti que j'ai soupçonné très rapidement que j'allais pas être bon et que ça me plaisait pas. Et puis finalement, j'ai dit à ma famille qui était absolument effarée, moi je veux être journaliste. Elle m'a dit mais on connaît personne, on pourra pas t'aider, parce que dans leur esprit, il fallait quand même m'aider dans un milieu professionnel au début, le piston quoi. Et moi j'aurais dit non, mais je l'aurais pas dit en fait. Mais au fond de moi, je disais justement, je choisis ce métier parce que vous pourrez pas m'aider. Donc j'ai présenté une école de journalisme, ils ont fini par me faire confiance et par me dire vas-y puisque t'es si malin. Donc j'ai présenté un concours, j'ai eu la chance de l'avoir tout de suite. Sinon, j'étais vraiment à la rue et j'ai fait cette école-là. Et puis ensuite, j'ai fait 2 ans. J'ai eu un stage au Figaro. J'étais au Figaro littéraire. Donc j'aimais beaucoup la littérature, ce qui est toujours le cas maintenant. Et puis j'ai commencé à faire 1 an. Et en fait, dans mon esprit, le journalisme, comme ça me permettait d'assouvir toute ma curiosité pour chaque truc, chaque domaine ou presque, je me disais, je vais faire 1 an de chaque spécialité. 1 an en politique, 1 an en infogéné, 1 an en politique étrangère, 1 an en éco et 1 an dans le littéraire. Puis un jour, il y a eu des JO. Je dis un jour parce que j'étais assez insouciant. Et je me dis, tiens, je ferais bien les JO, là. Et puis j'ai réussi à avoir des rendez-vous avec des chaînes de télé, des patrons de services de sport et tout. Parce que j'avais une espèce d'audace ou d'inconscience. Mais ils m'ont tous dit, t'étais gentil, quoi.
c'est très gentil, c'est certainement bourré de qualité, mais là, nos équipes sont constituées, t'es très jeune, donc bonne chance, mon vieux. Et puis finalement, j'ai eu un coup de bol, il y a eu un départ à Eurosport avant ces JO. J'ai réussi à avoir un entretien avec l'autre patron des sports, enfin, le directeur de la rédaction en l'occurrence, parce que c'est une chaîne de sport. Puis j'ai passé un entretien assez serré, et là j'ai eu un peu de réussite. Le mec m'a posé des questions un peu bizarres, très pointues pour voir si j'étais un spécialiste olympique. Et puis comme j'avais quand même une bonne culture sport globale, le gars s'est dit « Ah, bah, le mec est moins mauvais que ce que j'attendais ». Enfin bref, il m'a pris à l'essai, et puis ça s'est bien passé. Il y a eu plein de départs pour Canal, et je suis resté dans cette chaîne comme pigiste. Puis à l'époque, pigiste, c'était quasiment 30 jours de boulot par mois, quoi. Donc je suis resté. Je pensais faire qu'un an, et puis comme l'ambiance est très bonne, j'ai trouvé le milieu du sport beaucoup plus sain que d'autres, je me suis dit, bah, finalement, pourquoi changer chaque année ? J'avais fait 3-4 trucs, 3-4 ans différents. Mais là, je me suis dit, bah, je vais rester, quoi. Puis ça fait 28 ans que ça dure. Et je ne regrette pas, parce qu'à chaque fois, je m'éclate, et encore aujourd'hui. Mais ça, c'était à quel âge J'avais, je sais pas, j'avais 24, un truc comme ça, 23. Ok, donc tu rentres à Eurosport à 24-23 ans. Comment ça se passe niveau pression, attente ? Est-ce que tu vois, toi-même, tu te dis, je peux pas louper mon coup Non, mais encore une fois, moi, je suis assez... en tout cas, j'étais assez inconscient et assez insouciant. Les trucs arrivent ou arrivent pas. Alors, quand le moment est là, hein, quand le moment est important, j'essaie vraiment de tout faire pour être le meilleur possible. Mais j'étais pas du genre à me mettre une espèce de pression négative en disant « T'as pas le droit de te louper, c'est la chance de ta vie, pour un mec comme toi, c'est inespéré », des trucs comme ça. J'étais vraiment dans le présent complet. Et je me disais, là, cet entretien qui était finalement, avec le recul, très important, bah, je me disais, bah, si je lui plais pas, tant pis, quoi. En tout cas, j'étais moi-même et j'essayais d'être le plus attrayant possible pour un employeur. Mais derrière, pendant en fait, c'est les mois fondateurs de métier, j'ai toujours essayé d'être à peu près moi-même, non pas pour faire bonne impression ou pour me dire, de toute façon, c'est tous des cons, je vais les avoir à l'usure. C'était vraiment de se dire, bah, au moins, s'ils me font bosser, c'est moi qui prenne, tu vois. C'est-à-dire se dire, c'est le vrai moi. Je joue pas un rôle. Peut-être que je serai viré, ou peut-être qu'au contraire, on va me proposer un contrat, mais ce sera pour ce que je suis vraiment. Donc c'était une espèce de serment, mais que je fais à moi-même au départ, qui est pas du tout de se dire, je veux tout faire pour y arriver, ou je veux tout faire pour qu'ils me gardent, parce que je me suis toujours dit, s'ils veulent plus de moi, à la limite, c'est que moi non plus, je veux plus d'eux. Et à ce moment-là, tu es pris à quel poste exactement ? T'es journaliste, pigiste, reporter, comme ça, quoi. Tu fais du comment je fais du commentes un peu commentaire. aussi ? Oui, beaucoup, parce que c'est une chaîne qui avait beaucoup de droits et beaucoup de sport, et qui n'hésitait pas à mettre à l'antenne des jeunes, à les faire commenter des trucs, à leur faire commenter des trucs. Mais aujourd'hui, c'est hallucinant. J'ai commenté en direct. Ça faisait 2 ans que j'étais là, je crois. J'ai fait la finale de la Coupe intercontinentale. Là, c'était PSG Flamengo. Oui. J'ai fait, je sais même plus laquelle, il y avait le Real Madrid dedans. Et on était en binôme avec un autre gars. On était en plateau. On a commenté ça en exclusivité pour la France. J'étais pas du tout... tu vois, c'était dingue, quoi. Et le tennis est arrivé comme ça aussi. Le boss de l'époque s'appelait Hervé Dutu. Me dit... c'est plutôt Frédéric Viard qui s'en va, qui quitte Eurosport, et qui me dit, mais tu joues tout le temps au tennis, t'adores ça, pourquoi tu ne demandes pas d'en faire ? Ça faisait 2 ans que j'étais là, mais j'ai toujours dit, non, le tennis, il y a déjà des gens dessus, moi je veux surtout pas commencer à jouer des coudes, etc. Puis j'avais beaucoup de respect pour Hervé Dutu, pour Viard, pour Bruno Cuaz, etc. Je me disais, le service est complet. Et puis comme Viard s'en allait à Canal, il m'a dit, mais vas-y, va voir Hervé. Donc je vais voir Hervé, et puis il me dit, bah oui, ah bon, ça t'intéresse ? Et bah, tu sais quoi, t'as qu'à en faire un. Et il m'a dit, en plus, il n'avait pas tellement confiance en moi au départ, donc il m'a dit, écoute, surtout, une seule chose, borne-toi à rappeler le score. Donc j'ai fait ça vraiment détendu, enfin au contraire pas tellement, mais en étant le plus discret possible, en parlant très peu, et en essayant de placer bien ma voix, enfin voilà quoi, c'était très premier degré. Et j'ai pris aucun risque technique, aucun risque tactique. Est-ce que tu saurais définir ton style de commentaire ? Parce qu'il faut avoir un style pour être un... il faut. C'est pas qu'il faut, il faut être à l'aise, quoi. Il faut être à l'aise et il faut
faut essayer. On peut s'inspirer au départ de quelques gens qu'on a entendus, qu'on aime bien, ou des maîtres qu'on peut avoir, ou des profs. Mais si on les copie trop, évidemment, c'est embêtant parce que déjà, ça va se sentir. Les gens vont dire, mais dis donc, il a carrément le même ton de voix, il a la même expression que ce mec-là. C'est n'importe quoi. Pourquoi prendre ce singe alors qu'on a l'original? Bon. Mais après, moi, j'étais pas très confiant dans mes techniques au départ. Donc, j'avais tendance, effectivement, à copier même des expressions entières. J'avais un carnet avec des expressions stupides, sans aucun intérêt. Même des trucs banals, du style, je sais pas, l'ouverture du score pour du foot ou pour le tennis. Je sais pas, quel point. Ça paraît débile. Et moi, ça me rassurait. Et j'écrivais beaucoup. J'écrivais mon intro. J'écrivais certains trucs, ma conclusion pendant une pub à la fin, quand j'avais l'impression que ça pouvait être fini, parce que le tennis, c'est ça, la beauté du truc, c'est que c'est jamais fini. Mettons à 5-2, dernier set, au changement de côté, j'écrivais une espèce de conclusion, parce que ça me rassurait. Et je me disais en même temps, s'il y a des trucs c'est peut-être mieux que dans le feu de l'action, sur la balle de match, de commencer à raconter des conneries. Donc voilà, j'ai essayé beaucoup de baliser le terrain, en préparant, en écrivant l'intro, en écrivant la fin. Voilà, il y avait beaucoup de préparation comme ça. Et je laissais assez peu de place à la spontanéité. Puis après, c'est en y allant, quoi. C'est en bouffant tout le temps. Au fil des matchs, au fil des années, on acquiert une forme de technique, de savoir-faire. Alors ça peut être des mauvais réflexes, hein, mais c'est sa manière à soi. Et là, effectivement, on est plus dans ce qui vous ressemble. Donc ça peut être... Voilà, aujourd'hui, j'ai un style qui est très, très proche de ma personnalité réelle. C'est-à-dire, c'est très rare, si vous parlez avec moi 1 heure, après m'avoir écouté plusieurs fois à la télé, c'est très rare de dire le mec n'a rien à voir avec ce qu'on entend. Je suis à peu près le même. Et en général, je dis à peu près ce que je pense, en essayant de ne pas blesser. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'être extrêmement franc, d'avoir cette réputation de franchise et de balancer sur tout le monde, dire n'importe quoi en permanence. Certains non. Oui, voilà, mais moi, ça m'intéresse pas parce que le but n'est pas systématiquement ou de faire un buzz ou de balancer sur les gens, mais c'est à peu près d'être sincère et de dire à peu près ce qu'on a envie de dire sans être trop tenu, quoi. Voilà. Et puis de pouvoir de temps en temps faire un petit peu transpirer ses passions autres que le tennis, donc par petites touches, éventuellement d'aller sur une référence qui peut être comique, littéraire, théâtrale, musicale. Voilà, on est en petite dose. Et puis, surtout, comme c'est un truc qui se commente vraiment à deux, le tennis, c'est vraiment un échange avec le consultant. C'est qu'il y ait une complicité qui ne soit pas factice. Et donc, d'essayer que le spectateur sente que c'est vraiment un duo. Normalement, c'est un bon duo qui vous accompagne sur un match de tennis. C'est pas juste un gars ou une fille toute seule. C'est vraiment un duo qui vous prend, qui vous emmène. Si vous êtes avec 2 monologues, parce que les 2 se tirent la bourre, ou que les 2 s'apprécient pas, ou qu'il y en a un qui a envie d'exister à tout prix, de montrer à quel point il connaît bien le tennis, ça marche jamais. Ouais, ça se sent, ouais. Et même les gens aussi le sentent. Ouais. Et aujourd'hui, avec un peu plus d'expérience et de recul, comment tu prépares une rencontre? Est-ce que, tu vois, peut-être que maintenant, on peut se dire que tu as tout dans la tête ou qu'il y a besoin de moins de travail qu'à tes débuts? Tout dépend comment je connais les joueurs, comment je connais le tournoi. Tout dépend ce que je fais sur le tournoi. On prépare pas de la même manière un match unique en session de nuit à Roland-Garros pour Prime Video, en sachant que c'est un match, mais qu'il est très important, que c'est en général une grosse affiche qui va être très écoutée, mais que c'est jamais qu'un match. C'est pas du tout la même façon que de préparer une journée où on va commenter 3 matchs tout seul pour une audience confidentielle, ou une autre où on va faire 2 matchs de Grand Chelem pour une chaîne en exclusivité, mais avec un consultant. Tu vois, donc il y a plein de trucs différents. Mais globalement, pour le cas précis, par exemple, de Prime Video, c'est un match important. Il y a une grosse intro d'1 heure avant. Il y a vraiment toute une équipe. Le match, en revanche, on est 2, voire 3, quand il y a quelqu'un en bord terrain. Et là, plutôt que de saouler les gens avec des tas d'informations, c'est plutôt de garder des petits trucs. Ça peut être un style de jeu, ça peut être un joueur qu'on a vu. Je sais pas si c'est Sinner contre un mec moins fort, beaucoup moins fort. Je sais pas, qui ça peut être... je sais pas, Chris Eubanks, bon. Et ben,
il faut plus éventuellement faire découvrir Chris Eubanks aux gens, parce que tu sais très bien que la session 1 de Roland-Garros, il y a pas mal de gens qui peut-être ont vu 2 matchs, voire 0, depuis le début de l'année. Donc Eubanks, c'est sûr qu'ils ne le connaissent pas. Même Fonseca, Joao Fonseca, je ne suis pas certain que s'il est en session de nuit l'année dernière, enfin cette année en 2025, je ne suis pas sûr que les gens auraient été forcément tous à même de savoir que c'était un super joueur et donc il aurait été intéressant de le présenter et d'en faire un peu plus pendant tout le match dessus. Voilà, donc, en fait, c'est sur un match comme ça, par exemple de Prime Video, match unique, dans la journée, j'ai le temps de le préparer, j'ai le temps de penser et j'ai le temps de vraiment aller à fond dans la préparation pour ressortir que 10%, voire 5% de tout ce que j'ai préparé, l'essentiel étant vraiment ce qui se passe sur le terrain. Donc là, quand il y a le match, on regarde le match, on n'est pas sur son téléphone tout le temps, ou on n'est pas sur ce qui se passe, ou un copain qui est derrière qui te fait marrer, ou à penser à autre chose. On essaye, et aujourd'hui, c'est difficile parce que je trouve que le comportement a évolué. C'est très rare de voir des gens, même dans le stade qui regardent totalement le match, plongés dans le match, de A à Z. Même un match seulement en 3-7, je parle même pas du 5h29 d'Alcaraz-Sinner, mais même un match en 3-7 sec, c'est très rare de voir des gens qui sont concentrés. Moi, je m'oblige à être quand même le plus possible dans le match et dans la discussion avec mon ou mes consultants. Mais est-ce que tu trouves justement que ce côté-là, il a changé aussi chez toi, potentiellement, qu'il y a, je sais pas, 20 ans, tu avais une concentration plus simple devant un match que maintenant? Oui, parce que j'ai moins d'outils à ma disposition. Et là, aujourd'hui, il y a tellement d'outils à disposition qu'une partie du travail, c'est justement de sélectionner qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que j'utilise, est-ce que je peux faire confiance. Tiens, une info Univers Tennis, ça m'intéresse parce qu'ils sont crédibles, je garde. Ça, en revanche, ces mecs-là, c'est qui, c'est quoi? Non. Ils disent que Sinner s'est marié avec Sabalenka. C'est marrant, j'y crois pas. En revanche, je vais être intéressé par pouvoir être le premier, peut-être par rapport à d'autres, à remarquer que Sinner, je sais pas moi, a un problème à la hanche gauche. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que c'est mon boulot de faire attention à regarder le terrain et à voir que le gars, tout d'un coup, il s'est mis à boiter, ou que pourquoi il raccourcit comme ça en coup droit, qu'est-ce qui se passe? Ça m'intéresse. Mais de savoir que sa mère est pas venue parce qu'elle a raté son avion, la mère de Sinner, ou de savoir que la mère de Sinner gueule décidément beaucoup aujourd'hui, ou de savoir que pourquoi le réalisateur nous met des gros plans de la mère de Sinner à chaque changement de côté, ou même tous les plans de coupe, c'est la mère de Sinner. Pourquoi ça? Tu sais le ratio de ce que tu fais sur place et de ce que tu fais en cabine maintenant? Ah bah oui. Là, sur place, j'étais à Roland, la Défense Arena et Monte-Carlo. Ok. Et tous les autres, c'était en cabine. Je serais frustré si j'avais toujours fait comme ça. J'en avais fait quelques-uns seulement, et la majorité à l'extérieur. Ah, parce que c'était pas comme ça avant? Non. Et comme j'ai eu la chance d'aller dans beaucoup d'endroits, la pilule passe mieux aujourd'hui, je serais un peu plus frustré et je trouverais qu'il y a un truc qui manque. Et d'ailleurs, Wimbledon, par exemple, il y a longtemps, j'ai pas pu y aller parce que j'étais sur des chaînes qui n'avaient pas les droits de ce tournoi. Et un peu connement, je me suis longtemps dit, j'attends de bosser pour y aller. Et puis il y a quelques années, je me suis dit, mais attends, je suis quand même, le tennis, c'est mon truc. Je vais pas attendre d'avoir 85 ans pour y aller, quoi. Donc j'ai pris mon petit Eurostar, j'ai essayé de trouver des combines, me faire accréditer, etc. Et j'y suis allé 2-3 fois d'affilée, là. Et comme ça, 10 jours, sans bosser. Sans bosser. Ouais, et bonheur. Et je me suis dit, mais j'aurais été tellement con de ne pas le faire. Ah oui. Donc là, je suis très content. C'est un des rares trucs en termes de décision, tu vois, justement, de se dire, voilà, on n'est pas là uniquement pour aller cachetonner, trouver du boulot. Et je voyais des confrères qui disaient, mais qu'est-ce que tu fous là, toi, pourquoi t'es pas... Ah bon? Je dis, pour qui tu travailles? Et pour personne. Mais en fait, c'est pas du tout, ne serait-ce que, il y a le plaisir, puis c'est pas n'importe quoi, c'est pas, je suis pas en train de vous dire, j'ai jamais été à Sopot, en Pologne, c'est quand même là que Gaël, mon fils, a gagné son premier tournoi, Raphaël Nadal aussi, il faut quand même que je connaisse Sopot. On s'en remet très bien de ne pas y aller. Mais là, oui, putain, c'était quand même indispensable de le faire. Donc, le faire comme ça, en plus, plusieurs fois, c'est évidemment le truc qu'il fallait réaliser. Et c'est un conseil que je peux donner, d'ailleurs, à ceux qui démarrent dans ce métier ou qui sont juste des passionnés de tennis, c'est si vous pouvez aller sur place, quel que soit le tournoi,
même si c'est que ce soit faire Bourg de Péage, faire le Challenger de Saint-Tropez, qui est remarquable, faire Wimbledon ou faire le Challenger de Brest, mais allez-y en courant. Parce qu'on voit des tas de trucs qu'on voit pas à la télé, on sent une atmosphère, on sent un milieu, un univers. Aller sur un tournoi, c'est irremplaçable. Quel tournoi justement sur place t'as pu faire? Est-ce que tu te souviens en tout cas des plus gros tournois que t'as pu faire sur place? L'Open Australie, quelque chose comme 20 fois d'affilée. Ah oui, quand Ça, même. c'est génial. Melbourne en plus. Il a changé, mais pendant très longtemps, c'était vraiment, en raison de sa place dans le calendrier, de la température qu'il faisait, du décalage par rapport à beaucoup de suiveurs, dont les Européens et les Américains. On se disait, on est en plein hiver, il fait nuit à 5 heures chez nous, et là, c'est l'été, il fait 35. Et puis voilà, le côté, il y avait la place dans ce tournoi, il y avait plein de trucs. Et le nouveau directeur, enfin qui est plus si nouveau que ça, Craig Tyler, en a fait une espèce de machine à pognon qui m'intéresse beaucoup moins. Mais pendant très longtemps, c'était vraiment le Happy Slam, c'était assez mérité comme appellation. C'était vraiment un endroit où on était heureux et joyeux. Donc celui-là, oui, c'est un souvenir incroyable. Ça, c'est le truc. C'est tellement loin en plus que on pense toujours, à chaque fois qu'on met le pied sur le tarmac à Melbourne, on se dit c'est sans doute la dernière fois que j'y suis. Puis on se dit ça pendant 20 ans, comme un crétin, à répéter la même truc chaque année. Mais il y a bien un moment où on a raison, puisque ça fait 4 ans que j'y vais plus. Mais il n'empêche que c'est un moment prodigieux. Moi, j'aime bien aussi les premières fois. Donc, n'importe quel tournoi, quel qu'il soit, quand on arrive, moi j'ai fait Vienne pour la première fois il n'y a pas longtemps. J'étais hyper content d'arriver à Vienne et dans le site du tournoi. Pourtant, c'est un indoor. Je ne suis pas fan des indoors, mais là, c'est pareil. La Défense Arena, très content de découvrir les installations et la configuration tennis. Voilà, il y a... j'ai bien aimé voir le site du Masters à Turin aussi. Il y a plusieurs trucs comme ça. Les premières fois, ou même des tournois historiques comme les Vienne, de se dire, tiens, c'est ça, Vienne. De mettre une image sur un mot, y compris ça peut être des villes qui n'ont pas de tournoi, mais moi j'aime bien comme ça, découvrir des endroits où vraiment je ne m'attendais pas du tout à ce truc-là, quoi. Et justement, tu as le temps de visiter un petit peu quand tu es sur les tournois ou pas? Je m'oblige, oui. Ah oui, à chaque fois. Même quitte à se lever très tôt. Je me souviens d'un US Open où on m'avait mis un jour off stupide. Pour moi, on n'est jamais off quand on est sur un grand chelem, mais là, c'était obligé, c'était question de règlement. Et j'étais allé à Philadelphie en prenant le train très tôt, c'est à peu près 1h30, 2h de train. J'avais pris le train de 6h, puis j'étais passé la journée là-bas, à Philadelphie, et j'étais rentré par le dernier train. Et c'était génial, et je m'en souviens encore aujourd'hui. Et évidemment qu'il fallait le faire. Et pas écouter ensuite les mêmes mecs qui t'ont mis au repos, qui te disent « Ah, t'as été à Philadelphie, c'est bizarre, j'aurais pas fait ça. » Rien à foutre, les types là, ils sont plus là aujourd'hui, alors qu'on y a été, et puis c'était génial. Donc faire les trucs dès qu'on peut, parce qu'on ne sait jamais si on pourrait y retourner. C'est très enrichissant, et je trouve en plus qu'à chaque fois, ça nourrit d'une certaine manière le commentaire, c'est quelque chose d'oxygénant. Je trouve qu'après, on est mieux à l'antenne que si on ne l'avait pas fait. Sans aucune transition, est-ce que tu te souviens de potentiellement ta plus grosse bourde en direct? Oui. Ah oui. J'ai quasiment insulté Martina Hingis avec ma consultante de l'époque, parce que c'était il y a très longtemps, c'était l'Open d'Australie, et elle arrivait en session de nuit, elle jouait je ne sais plus qui, et elle était numéro mondial, etc. Elle était assez, elle voulait être consensuelle et elle voulait être surtout populaire. Donc parfois elle forçait un peu le trait. Elle arrive avec un bouquet de fleurs et elle distribue des fleurs à tous les spectateurs du premier rang. Et moi j'ai trouvé ça effrayant d'hypocrisie. Et à l'époque, on avait juste une communication à 16 000 km de là, avec l'ingénieur du son français, qui était censé nous dire on n'avait pas de retour vidéo ni de retour audio sur l'antenne. Donc on savait qu'on prenait l'antenne à peu près vers le début de l'échauffement, parfois à la fin de l'échauffement. On ne savait pas quand du tout. Donc quand cette joueuse, cette championne, arrive sur le terrain avec ses fleurs, je suis avec ma consultante et on pense qu'on est loin d'être à l'antenne, puisque l'ingé son nous avait dit « à vous dans 10 minutes », quelques minutes avant. On perd le compte du truc, on ne l'entend plus. Et donc c'est là, micro ouvert, on ne pouvait pas se fermer le micro en plus, c'était un dispositif assez chiant. Et je finis par dire « regarde là, l'autre là, là. » Et puis la consultante qui l'avait joué, qui était encore une joueuse en activité, commence à dire « ah, elle m'énerve, alors qu'est-ce qu'elle est pas sincère, là, elle est trop, ah là là. » Puis ouais, je suis là,
Je fais regarde là, bonjour toi. Et on commence vraiment à se foutre de sa gueule. Évidemment, mais donc, et je me dis, elle va tellement trop loin. Et tout d'un coup, j'entends oh, vous êtes à l'antenne. Une voix blanche, c'était l'ingénieur du son, qui dit vous êtes à l'antenne depuis 4 minutes. Waouh. Et on se regarde avec ma consultante. Et je me dis merde. Je la regarde et tout. Elle fait parce qu'elle, en fait, au fond, elle s'en fout complètement. Ouais, c'est pas son métier en soi. Ça tombe sur elle, ça tombe pas sur elle, ça tombera sur moi, quoi. Et moi, je la regarde, silence de 20 secondes, ou 10 secondes, très gêné. Et derrière, je relance, quoi. Et je fais bonjour à tous. Et puis, je fais comme si rien n'était. Ok. Et j'attends la sanction. J'attends qu'il y ait un mec à Paris qui dise mais c'est scandaleux. Ce mec se permet de critiquer, d'insulter la numéro 1 mondiale. C'est honteux. Et puis, bizarrement, je pense qu'aujourd'hui, je me ferais allumer. Mais là, il n'y a pas eu, en tout cas, il y a peut-être eu, mais personne n'a relayé. Il n'y a pas eu de bad buzz, il n'y a pas eu même de lettre, de mail, de quoi que ce soit à la direction. Et personne m'a dit, non mais t'as pété les plombs sur Hingis. Aujourd'hui, je pense que à minima, j'aurais une séquence sur Twitter ou autre. Voilà, avec Verdier se paye, ou un journaliste se lâche sur Hingis. Et peut-être que c'est ça qui te met la pression dessus aussi. Si aujourd'hui ça tombe sur les réseaux, etc., contrairement à avant. Non, parce que là c'est pas du tout ça, parce que si je sais que je suis à l'antenne, jamais je fais ça. Jamais. Oui, d'abord, évidemment. j'ai trop de respect pour Hingis, que j'adore. En plus, je l'ai rencontré, en plus, elle est adorable. Après, je lui ai pas dit d'ailleurs ce que j'avais fait, mais c'est un truc, voilà, on est fatigué, c'est la session de nuit, on a déjà fait toute la journée, on attend, on n'est pas à l'antenne, justement, on n'est pas à l'antenne, on est micro ouvert, on peut pas le fermer. Et on est avec une joueuse qui est consultante, on parle et on se laisse emporter. C'est une erreur. Et si j'avais été quand même, alors que j'aurais pu dire, ben on m'avait pas prévenu. Mais tant pis, mon vieux. Tant pis, c'est ta faute. Voilà. C'est comme les gars qui se font poisser alors qu'ils sont pas à l'antenne et qui disent des conneries. Et en fait, on les récupère sur n'importe quel faisceau. Ben oui, je sais, c'est injuste. Tu n'étais pas à l'antenne, mais on t'a pris quand même. Et t'as une capsule qui tourne. Et bah oui, comme ce gars, il y a quelques temps, là, de Tennis Channel, qui avait dit Krejcikova, oui. non, me prends pas comme ça, parce que ça me fait le front de Krejcikova, ça me fait une gueule bizarre. Et il y avait un gars qui avait dit à Krejcikova, dis donc, t'as vu ce qu'il a dit? Elle a fait un communiqué en disant, pourtant, très classe, en disant, je suis un peu déçu, on me ramène à mon physique, alors que par mes résultats, j'estime avoir mérité quand même du respect. Et bah oui, donc le gars était pas à l'antenne, mais c'est passé, tant pis pour sa tronche. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Malheureusement, disons que dans le monde d'aujourd'hui, il faut simplement connaître ces codes-là et être prêt à assumer tout ce qu'on dit. C'est-à-dire que là, par exemple, on est à l'antenne ou pas à l'antenne, vous me filmez pas, c'est pour vos amis, vos cousins ou pour 100 000 abonnés, c'est pareil. Enfin, pour moi, c'est pareil. Il n'y a absolument aucune différence. Et là, je serai sur TF1 à 20h05, où je serai pour, je sais pas, un gars qui a une commu de 15 millions d'abonnés, je dirais exactement les mêmes choses, parce que, vous voyez, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de on ou off. Je voulais te demander, est-ce que tu sais précisément le plus grand match que tu as réussi à commenter? Oui, moi j'ai eu la chance d'en faire, enfin, dans mon esprit, d'en avoir beaucoup dans le cœur, de fabuleux. Ça a longtemps été quand même le Federer-Nadal 2017 et le Nadal-Djoko 2012, tous les deux à l'Open d'Australie. Ouais. Et les deux ont été dépassés, je suis au regret, par l'Alcaraz-Sinner de cette année. Honnêtement, je suis tellement content d'avoir été associé à ce truc-là, d'avoir pu partager ce moment-là, d'être sur le terrain, de le faire vivre à des gens, et de pouvoir prendre un kiff pareil, avec en plus un gars que je trouve hyper à la fois bon et sympathique et tout. Enfin, on était en pleine communion, Fabrice Santoro, d'avoir pu vivre ça tous ensemble et d'assister à ce truc-là avec 1000 rebondissements, avec un niveau de tennis, de mutant, avec ce super tie-break final qui défie l'entendement, les 7 points de suite d'Alcaraz, Sinner qui se relève de 3 balles de match, qui arrive à être à nouveau à 2 points du match, ce point de dingue là à 6-5, je sais plus ce qui se passe, mais Alcaraz fait un truc absolument monstrueux dans le 5e à 6-5. Bref, il y a eu 1000 moments pour s'enthousiasmer. J'ai trouvé en plus que ces gars-là mettaient un rythme complètement hallucinant. C'est-à-dire que si vous revoyez le Nadal-Djoko, par exemple, qui a longtemps été pour moi un des sommets en termes de jeu et
d'importance historique du match. Mais il dure 6 heures, mais il y a énormément d'arrêts de jeu. Il y a énormément de moments de pause. Ils prennent et ils ont raison de saisir le règlement ou de le détourner parce qu'il faisait très chaud, très humide. C'est pas des sauvages ni des robots. Donc, mais ils prennent 30 secondes entre chaque service. 30 secondes, 35. Et ils se font pas avertir, c'est normal. On n'est pas là pour... Et en revanche, ça joue beaucoup sur le manque de... Où ça hache énormément le match. Alors que là, même à la fin d'un set, les mecs, ils partent pas avec leur petit Bézanville, leur petit sac, la petite sacoche, la petite savon. Ils partent pas 10 minutes. Entre chaque point, c'est pareil, il y a un point de malade. Voilà. Et aucune singerie. Pas de cinéma. Les deux, Alcaraz, c'est plutôt le sourire, le partage. Sinner, c'est plutôt la concentration, mais il était quand même là. Mais à aucun moment, ils font de clownerie, Ils n'ont pas été chercher l'arbitre une fois, je crois. Pas une fois, ils ont été l'emmerder, lui mettre un peu la pression, quoi que ce soit. Pas une fois, ils ont essayé de carotter un point. Pas une fois, ils ont fait genre je suis pas bien, j'étais pas prêt, je suis malade, ou je sais pas. Rien. Un fair play complet, une attitude exemplaire, pas d'arrêt de jeu, de l'intensité monumentale, un niveau de tennis, évidemment, c'est le principal, prodigieux, un enjeu démentiel, et en plus des rebondissements à l'appel. Donc là, franchement, moi j'étais... Et puis l'ambiance, parce que, désolé, quand même, quand le public français, on lui sert un spectacle comme ça, ils savent réagir, quoi. C'est pas des moribonds, ils sont là. Donc là ils sont superbes. Et ils ont été superbes aussi, tout le central, il n'y avait pas que des Français d'ailleurs, et donc c'était prodigieux. Vraiment un moment suspendu dans l'éternité, quoi. Un moment dans l'univers tennis, une petite étoile. Magnifique. Est-ce qu'à l'inverse, tu te souviens d'un match très décevant ou très ennuyeux, où le temps te paraissait vraiment long? Oui. Premier tour du tournoi féminin de Doha, où on me dit, pour des raisons budgétaires, tu es seul. Et aujourd'hui, au programme, il y a 4 matchs. Ah bon? Et tu dois faire les 4 matchs seul en cabine. C'est scandaleux, vous foutez de ma gueule. J'avais déjà quand même, j'avais bien 10 ans de métier. Donc, c'est ce que j'allais te demander, sur voilà. l'année un peu. Mais oui, parce que si c'est au début, si j'ai 23 ans et qu'on me dit il y a 4 matchs à faire, je les prends et je dis merci, parce que c'est l'occasion de me faire les dents, d'y aller, quoi, et de voir un peu ce que j'ai dans le ventre. Si ça se trouve, est-ce que j'ai très mauvais au 3e, fatigué au 4e? Non, là, j'ai déjà fait beaucoup de trucs sur ce métier-là, et on me dit, et je sais très bien que c'est de la boucherie. Tu fais pas 4 matchs tout seul comme ça, d'affilée en cabine, sur un premier tour à Doha. En plus, c'est pas un grand chelem, c'est un tournoi à Doha, féminin ou masculin, mais tu sais très bien que ça va être faible en intérêt. Il y a personne dans le stade. Et je me souviens que le dernier match, je crois que c'est Miskina Tanasugarn. Et je me dis, si ça fait 3-7, c'est vraiment le 7 de trop. Là. Et évidemment, ça fait 3-7. Évidemment, c'était chiant. Et à la fin, mais j'étais content de moi parce que j'avais rien balancé. J'avais pas balancé de set, j'avais pas été à faire n'importe quoi, à dire ah ouais. Et mais j'étais quand même furieux, évidemment contre ceux qui m'avaient obligé à faire ça. Et j'étais aussi fatigué, mais pas plus que ça, parce qu'en général c'est pas de la fatigue, c'est plutôt de se dire j'en ai marre de jacter comme un possédé, quoi. J'en ai marre. Surtout de se dire ce métier est absurde. Faire ça, là. Faire semblant de faire aimer un match, des joueuses, à des gens que tu connais pas. Tu comprends que ta vie est absurde. Ça n'a aucun sens. Petite pause rapide pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et à nous écouter. Alors merci beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à lâcher un petit like. Sur ce, bon visionnage. Tout à l'heure, tu parlais de la finale Sinner-Alcaraz en comparaison des grandes finales avec Federer et Nadal et Djokovic. Je voulais te demander, selon toi, donc c'est très personnel, quelle est la meilleure époque du tennis? Eh ben, je suis très étonné parce que pour moi, il y a une espèce de richesse. À chaque fois, je me dis, la suite, ça va pas être facile. Par exemple, je me souviens très bien de 99, une année où certaines voix disaient, c'est n'importe quoi, il y a 6 numéros mondiaux différents. Il y avait eu Kafelnikov, Moya, il y avait eu Sampras, Agassi, etc. Et on disait, mais on n'y comprend rien. Moi, je disais, mais j'y comprends très bien, moi. Je trouve ça génial. Et le trône sans arrêt de main, c'est génial, quoi. J'étais très content.
Après, il y a eu l'émergence de Kuerten, qui est pendant un petit temps numéro 1. Il y a eu Safin, il y a Kafel qui revient, etc. Agassi, Sampras à nouveau et tout. Et puis là, je me dis, non, Agassi qui s'en va ou qui décline, Sampras qui a tiré sa révérence en 2002. Voilà, Kuerten qui baisse un peu sa blessure et tout. Et tiens, comme par magie, arrive qui? Federer. Oh! Et puis ensuite, qui arrive? Il va tout gagner pendant... Non, parce qu'il y a un petit mec là qui arrive, Nadal. Ah! Super, Djoko, Murray, etc. Et même quand il y a ces trois-là, ces quatre-là, il y en a qui arrivent à se glisser, Del Potro, Wawrinka. Et avant ça, les années 90, il y avait Becker, Lendl, Edberg, un peu de McEnroe au tout début des années 90, avant qu'il arrête. Bref, il se passe Connors, il se passe toujours des choses. Donc, il n'y a pas une seule époque où je me dis, là, quand Roger, Rafa arrête ou décline, Djoko joue quand même beaucoup moins. Je pouvais aussi me dire, qu'est-ce qui va se passer derrière? Et on est béni des dieux, on se tape Alcaraz et Sinner. Il n'y aurait que Alcaraz ou que Sinner. On pourrait dire, non, ça va, on connaît toujours le scénario, il est écrit à l'avance. Non, ils sont là tous les deux, donc ils vont se pousser l'un l'autre. On peut le penser très longtemps. C'est prodigieux, quoi. Donc je ne peux pas, en toute sincérité, je ne peux pas choisir une époque et je ne peux pas me dire, à un moment, on vit une époque formidable. Parce que il y a toujours des choses à voir et à garder dans toutes les époques de tennis. Il faudrait vraiment fallu, on ne saura jamais, mais si Alcaraz décide de partir à la pêche à 20 ans, après avoir gagné un US Open et un Wimbledon, et on se dit, puis Sinner se met à tout gagner, puis il n'y a personne derrière, ou Djoko se met peut-être à en gagner un, et on se dit, quand même... Mais là, non, on est incapable... Moi, en tout cas, je ne suis pas capable de cibler une époque en disant c'était la plus belle, c'était l'âge d'or, et maintenant c'est moins bien. Je suis à chaque fois extrêmement content. Le c'était mieux avant, c'est plutôt de dire moi, j'étais peut-être mieux avant. Moi, j'étais plus en phase avec mon époque, je la comprenais mieux avant. Ou moi, j'étais capable avant de faire plus de choses, physiquement. En général, quand on a 19-20 ans, on est plus en forme physiquement et on a moins peur. Donc, on va dire oui si on vous dit tiens, est-ce que tu vas aller au Venezuela avec moi? Et aujourd'hui, vous me dites ça. J'ai plutôt à redire mais pourquoi le Venezuela? Pourquoi? Tu vois? Alors que peut-être à 19 ans, j'aurais tout de suite dit oui. Je trouve que c'est une richesse. Donc en fait, ce qui n'était pas mieux avant, c'était pas le contexte, c'était peut-être vous. C'est tout. Mais un journaliste aujourd'hui ou un jeune qui a envie simplement, je sais pas, de travailler autour du tennis, je lui dis tu as plus de chances de faire des choses intéressantes aujourd'hui que moi, j'ai pu en avoir en 96, parce qu'il y avait beaucoup moins d'opportunités. Justement, en parlant d'opportunités, si je ne me trompe pas, je pense que tu vas vivre ton 30e Roland-Garros cette saison. Je ne sais pas si tu comptes. Non, je compte pas, mais je te fais confiance. Et tu as vu Rafael Nadal sur ses 30 Roland-Garros, 29, en gagner 14. Oui. Est-ce que tu penses que ce record peut tomber un jour? Eh ben, tu vois, autant en général, je me dis tous les records sont vraiment battable ou en tout cas améliorable. Et celui-là, je pense qu'il ne l'est pas. Je pense que c'est pas humain et ça me paraît pas possible. Je parle même pas des joueurs actuels, quelle que soit leur qualité, Alcaraz, Sinner et les autres. Mais le gars, il est même pas, je pense, il est même pas à l'état de fœtus aujourd'hui qui pourra améliorer ça. Ça me paraît injouable. Justement, cette domination, est-ce qu'elle a parfois pu devenir ennuyeuse à commenter ou à suivre? Ah oui. Oui. Parce que c'est un paradoxe, on parle de quelque chose de formidable, oui, mais qui pouvait ne pas l'être, en tout cas à suivre parfois. Quoi. Mais oui, parce qu'il y a une forme de côté... Tout ce qui est inexorable, tout ce qui est une forme de fatalisme, en disant ouais, de toute façon c'est voué à arriver, c'est pas toujours fascinant. Moi, je me suis pas éclaté à voir Nadal démolir en 2h23 chaque mec du premier, quasiment parfois jusqu'à la finale, souvent avec des 6-2, des 6-1 ou des 6-3, mais relativement lentement malgré tout, avec beaucoup de pauses entre les services. Ça m'a flingué. Hein. On avait droit à 4 secondes de tennis effectif, et après ça reprenait, il allait prendre sa serviette, il allait machin. Et quand vous faites ça, 7 matchs, il y en a 6 où vous savez très bien qu'il va découper son année 2008 où il explose Federer en finale. Bon, 2008, il est au-dessus de tout le monde. Et il y a eu plein quand même des saisons comme ça. Et si vous regardez aussi les grands matchs de Rafa, où il y a une forme d'indécision à Roland,
Mais en fait, je crois qu'il a joué 3 matchs en 5-7 à Roland. 3 matchs en 5-7, alors que le mec a gagné 14 fois. Donc évidemment que même quand il bat Thiem et que Thiem revient à 7 partout pour ensuite se faire découper parce qu'il a plus la caisse, quand Roger mène un 7-0 en 2006 ou quand Roger revient à 7 partout aussi en finale, tous ces mecs-là perdent en 4-7 avec la sensation que physiquement c'est mort, quoi. Ils ont juste 1 set ou 2 d'autonomie, mais pas plus. Et donc Auger, qui lui fait 5-7 contre Rafa, mais bizarrement, à aucun moment on croit vraiment qu'il va gagner. Isner fait 5-7 aussi contre Rafa. À aucun moment on est sérieusement à même de... Pourtant, je crois qu'il mène 2-7-1, mais à aucun moment on croit qu'il va gagner. Et pour moi, le seul vrai match monumental de Rafa, parce qu'il y a une opposition, c'est Djoko 2013, demi-finale, avec le fameux smash, le Djoko smash, où il touche le filet, perd le point, 5e set, et il perd le match derrière. C'est pour moi le très grand match. C'est pour moi le match qui restera de Rafa à Roland. Mais sinon, c'est pas des matchs, c'est plus cette sensation qu'on a affaire à un extraterrestre et que le mec est fait pour ce tournoi. Il est fait pour la surface, il est fait pour le tournoi. Et la cérémonie qui a eu lieu en 2025 avec cette empreinte magnifique et tout, était justifiée parce que, autant pour moi, rien ne remplace un événement de sport. Je suis pas dans les cérémonies ou dans les hommages, dans les tableaux ou que sais-je. Mais là, en l'occurrence, cette cérémonie était parfaite et c'était un hommage tout à fait justifié à un géant absolu, inatteignable de cette surface et de ce tournoi. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un joueur préféré quand on est commentateur? Oui, mais fais bien attention à ce que ça se voit pas trop. Pas trop ou pas du tout? Pas trop. Ça sert à rien de mentir et de raconter n'importe quoi. Il faut essayer aussi d'être à peu près lucide et de se dire, je sais pas moi, j'aime beaucoup Maxime Cressy, mais je peux comprendre que d'autres soient pas fans de Maxime Cressy. Je prends un exemple complètement au hasard. Mais si Cressy, ton joueur préféré, joue Djokovic, tu vas pas inonder les gens de ta préférence Cressy, qui est sans doute peu partagée. Donc, mets-la en veilleuse sur Cressy. Et de toute façon, ne prends jamais pour argent comptant les critiques que certains n'ont pas manqué de faire en disant « Ah, je vous ai écouté sur Sharapova, Davenport, vous êtes manifestement un pro Davenport. » Non, c'est toi qui es un pro Sharapova surtout, et qui confond quand Sharapova est mauvaise, tu crois que le journaliste est contre Sharapova, mais c'est juste ta joueuse qui te déçoit. Et donc, moi, quand je vois Sharapova faire 3 doubles fautes d'affilée ou rater 2 coups droits, je vais pas dire qu'elle est géniale. Et souvent, j'ai remarqué que certains fans ont tendance à confondre la qualité ou la performance de leur joueur préféré avec ce qui est retranscrit par le journaliste. Et ça se comprend, puisque on fait souvent que retransmettre ou retranscrire ce qu'on voit. Mais après, on peut aussi avoir le droit, en tout cas moi je me le donne, j'ai peut-être tort, mais je me donne le droit d'avoir un côté un peu éditorial d'un match et de pouvoir dire, si un comportement par exemple me déplaît, je me sens autorisé à dire, c'est n'importe quoi ce qu'il fait, il n'a pas le droit de faire ça, c'est honteux. Un joueur qui va te carotter un point, ou un joueur qui va mal parler à l'arbitre, insulter un spectateur, ou que sais-je encore, ou juste pas se battre, non pas parce qu'il est blessé, mais pas se battre parce qu'il en a marre, là, je le loupe pas. Un joueur qui est mauvais, non, il est mauvais, ça arrive, il est juste dominé. On va pas dire, il a pris 6-2, 6-2, c'est un scandale. C'est lamentable de dire ça. En revanche, prendre 6-2, 6-2 sans se battre un instant, ça, c'est honteux. Pour aborder un tout petit peu les coulisses du métier, est-ce que tu peux nous raconter un peu à quoi ressemblent les contrats dans le monde du tennis? Est-ce que tu vois, tu as un paiement à la journée, au match Journalisme, on parle. Hein. Bon, au journaliste, ouais, peut-être plus au niveau du commentaire. C'est du journalisme. Hein. Oui, non, mais je veux dire. Mais uniquement pour commenter des matchs de tennis? Ouais. Ça dépend énormément. Ça dépend de tous les employeurs. Ce qui est sûr, c'est que si vous faites partie d'une chaîne ou d'un n'importe quel organisme, vous êtes en CDI, que vous fassiez 4 matchs par jour, 1, ou juste une petite présentation, fassiez une émission derrière, une émission avant, ou 0, vous êtes payé pareil. Si vous êtes en CDI, donc de toute façon, même vous faites, tiens, on va te mettre sur le planning, il y a un tournoi sur 15 jours, un grand chelem, tu es en CDI, on te met 5 jours de grand chelem,
et puis tiens, on va te mettre du bobsleigh sur la deuxième jour, et puis on va te mettre 2 jours off, et puis tu reviens pour les quarts de finale, voilà, vous êtes payé pareil. Ça bouge pas. Voilà. En revanche, ce qui est mon cas, quand vous êtes freelance, vous êtes payé à la journée. Si vous faites 12 jours, vous avez 12 jours de boulot. Mais si vous faites 8 jours, bah les 7 autres jours, parce que maintenant les grands chelems sont quasiment tous sur 15 jours, les 7 autres jours où vous ne travaillez pas, bah vous avez 0. Vous n'êtes pas payé du tout. Et dans ces jours où vous êtes payé, là c'est une négociation. Soit vous faites un match, 2 matchs, si on vous en fait faire 3 ou 4, c'est beaucoup. Donc là vous dites ah bon. Et puis vous demandez, on négocie. Est-ce que c'est payé pareil? Dans ce cas, quel honneur. Vous me donniez, je sais pas moi, 200 € l'année dernière, et là vous me proposez toujours 200 € par jour, mais en plus je vais faire 4 matchs. Vous pouvez être extrêmement orgueilleux, vaniteux ou heureux de bouffer l'antenne et vous dire merci mon vieux. Vous me proposez 4 matchs pour le même prix, je suis très content de pouvoir exister à l'antenne pendant 8 heures d'affilée. Donc ça peut être aussi un choix. Et puis il y a l'autre truc, c'est de dire, il y a d'autres exercices, c'est que pour ces 200 €, on va te demander aussi de faire un peu sur notre site, de produire un ou deux contenus sur nos réseaux. Sur Insta, est-ce que tu peux faire un petit truc avec notre équipe, réseaux sociaux, machin? Est-ce que tu peux balancer un peu sur Twitter? Tu le fais, toi? Oui, quand on me le demande, oui. Je fais pas ça juste pour me faire plaisir. Ou alors, j'utilise Twitter éventuellement sur un grand chelem pour donner 2-3 infos, pour éventuellement balancer un truc que j'ai vu qui m'a fait marrer. Donc oui, mais ça, je le fais sans être payé ou sans avoir fait de négociation avant. Et puis, il y a les émissions. On peut vous dire, tu vas faire 2 matchs par jour, mais il y aura une émission avant à laquelle tu participeras, tu te feras maquiller, machin. C'est un certain temps de préparation. Et il y a une émission post-match aussi où on aimerait bien que tu apparaisses. Ah bon, très bien. Moi, quand on me prévient avant, pas de problème. Si en revanche, j'arrive habillé pas spécialement et qu'on me dit tiens, il n'y a pas de maquillage de prévu, on t'a pas prévenu non plus avant, mais on aimerait bien que dans 2 heures tu fasses une émission, dans ces cas-là, je dirais toujours non. Je dirais non. Il n'y a pas de raison de ne pas respecter les gens. Pas de maquillage, alors que d'habitude il y en a. Là, je suis habillé comme un con, encore plus que d'habitude. Donc non. Voilà. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi tu vois, sans dire vraiment le salaire exact, tu vois, mais si tu as des fourchettes pour, je sais pas, une journée ou un match ou une émission, tu vois. Ça peut commencer très bas. C'est environ une centaine d'euros. Une chaîne de télé ou un autre support peut vous proposer une centaine d'euros pour commenter un match ou 2 dans la journée. Là, on est vraiment dans le très bas. Et dans le très haut, là, après, ça peut aller... quand c'est des consultants, quand c'est des gens qui ont porté un short dans leur vie, ça fait rêver pas mal de chaînes. J'en ai connu qui pouvaient toucher 100 000 pour une quinzaine. Ah ouais? Ouais. Mais c'est pas forcément en France, d'ailleurs, mais ça peut. Mais c'est plutôt du 20 000. 20 000 pour une quinzaine, c'est un max, ou 50 000 pour une quinzaine, c'est vraiment très bien. Et on parle vraiment de stars. Ouais. Et pour les journalistes qui sont pas des stars ou vraiment dans une autre époque, un journaliste très bien payé, s'il prend 500 ou 800 par jour, c'est vraiment très bien, quoi. C'est vraiment très bien. Et en général, il fait pas que de juste commenter un match. Il est censé être bien disponible et puis avoir une forme de résonance ou de carrière qui fait qu'on peut l'utiliser. On peut communiquer dessus, quoi. C'est pas, ce que je veux dire, c'est un mec qui est juste bon dans ce qu'il fait pour cet exercice-là. Ok, si c'est juste être derrière un micro et balancer des superlatifs et dire balle de break, ça vaudra jamais des sommes folles. Mais si vous arrivez par une raison X ou Y, soit parce que vous avez une espèce de truc avant que vous avez fait, vous valorisez ça, ou parce que vous avez une forme de notoriété au fil des années, vous pouvez peut-être avoir un peu plus que ça, mais c'est quand même pas un cas très répandu, et c'est pas un métier où on s'enrichit de manière incroyable. Justement, toi, c'est quoi que tu préfères dans le journalisme? Qu'est-ce que tu préfères faire? Justement, c'est des choses, si possible, assez différentes, via des rencontres fréquentes,
qui nourrissent ma curiosité. Parce que le journalisme, moi, je l'ai fait vraiment par curiosité, parce que plein de domaines m'intéressaient et m'intéressent toujours. Donc, pouvoir, grâce à ça, rencontrer des nouvelles personnes et une nouvelle manière de travailler. C'est pour ça que, en fait, c'est assez sympa d'être à son compte, d'être freelance, parce qu'on travaille avec absolument tout le monde et on découvre plein de nouvelles manières de travailler. Et l'autre côté, c'est évidemment de faire des exercices différents, c'est-à-dire des interviews, des émissions de télé où on est chroniqueur, des émissions sur le net ou autres, des interviews soi-même qu'on fait et qu'on produit soi-même avec des joueurs ou avec des acteurs du monde du sport. Et puis après, ça peut être des sujets, des reportages, évidemment du commentaire en direct. Voilà, enfin, il y a beaucoup d'exercices. Et suffisamment pour que votre vie ne ressemble jamais à... Ou en tout cas, votre journée ne ressemble pas forcément à celle d'avant. Et ça, c'est plaisant parce que même si j'aime rien tant que de commenter un match, c'est quand même très sympa, spécialement en tennis, mais également en foot. Mais voilà, ça, c'est quand même un vrai plaisir toujours. Mais le plaisir aussi de faire des choses très différentes, c'est irremplaçable. S'il y avait aujourd'hui une règle à changer dans le tennis, ce serait laquelle pour toi? Est-ce qu'il y en a une? Alors, une règle vraiment facile à mettre en place, c'est d'enlever le let au service. On l'a dans le jeu, pourquoi l'avoir au service ou pas l'avoir? C'est ridicule. Moi, je trouve que c'est un truc bien, mais ça reste un gadget. Ça va pas révolutionner la phase du jeu. Donc, encore plus, faites-le. Ne touchez pas au système de comptage des points, surtout pas. Les 4-3 du Masters Next Gen sont grotesques. Ce qu'on pourrait changer, parce que ça a été un changement absolument scélérat et dégueulasse, c'est les Masters 1000 sur 12 jours. Ça emmerde tout le monde, c'est interminable. Malheureusement, ça ne changera pas parce qu'on a affaire à des margoulins de la pire espèce qui sont très contents de gagner plus de fric. Et les joueurs ont un discours qui est finalement assez ambivalent parce que beaucoup en public disent « Ah oui, c'est trop long, on s'ennuie ». Et en fait, ils sont bien contents d'avoir pas mal de trucs positifs par rapport à ça, notamment un peu plus de dotation, etc. Donc bon, les joueurs ne sont pas unis là-dessus et ils ont beaucoup de mal à parler d'une seule voix d'ailleurs sur quel que soit le sujet. Quand tu regardes 30 ans en arrière, est-ce que tu aurais imaginé être là où tu es aujourd'hui? Non, pas forcément. J'avais beaucoup de mal à me projeter déjà 2 ans en avant, donc 30 ans. Non. Ce que je sais, c'est que je suis toujours aussi content de faire ça 30 ans après. Donc ça, c'est quand même pour moi très satisfaisant. Je me suis jamais blasé et je me suis jamais dit oh, j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Enfin, tout ça, c'est. Je trouve j'ai beaucoup de chance. Et ce métier aussi est un facteur de plaisir et de chance. Le facteur chance dans ce métier, de toute façon, est très important. Vous avez beau être, je sais pas, moi, très curieux, très sympathique, avoir des qualités professionnelles plus ou moins correctes, etc. Si on vous donne pas votre chance, si vous tombez pas à un bon moment, à pic, dans certains endroits, s'il n'y a pas un gars qui croit en vous, ou quelqu'un d'une manière globale comme ça, une personne qui se dit tiens, lui, j'ai envie de lui faire confiance, tout seul, vous faites rien. Hein. Sauf justement, c'est pour ça que je pense que l'époque d'aujourd'hui est pas mal pour tous ceux qui ont envie et qui démarrent, c'est que Univers Tennis, vous faites votre truc et vous n'avez rien à secouer si quelqu'un dit Univers Tennis, c'est vraiment une bande de charlots. Non. Vous faites votre truc, il est là, le contenu, il est là. Après, qu'il soit suivi, qu'il soit liké 1000 fois, 2000 fois ou 100 000 fois, vous l'avez produit. Et à la limite, même s'il n'est pas aimé sur le moment, même s'il est liké que 4 fois, vous dites, c'est pas possible, comment ça se fait ? On a fait, je sais pas, 70 000 vues, et personne n'a aimé. Ça veut dire les gens ont oublié de liker maintenant. C'est pas grave. Le truc existe, et si ça se trouve, c'est grâce à ce contenu-là que dans 3 ans, il y a quelqu'un plus ou moins important, en tout cas qui est prêt à vous donner de la confiance, qui vous dira « J'ai bien aimé votre truc il y a 2 ans. » là. Et donc, vous voyez, ça change tout. Et si tu devais donner des conseils aux jeunes qui aimeraient faire la même chose que toi, qu'est-ce que tu leur dirais ? Beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de pièges à éviter, mais c'est d'abord de bosser, c'est-à-dire d'accepter le boulot, d'aller le chercher, de ne pas prendre non comme réponse définitive.
C'est pas parce que... Ou si on vous fout un vu dégueulasse, vous avez envoyé un message, vous voyez bien qu'on vous a mis un vu, mais qu'il n'y a pas de réponse. Pas d'orgueil mal placé. Vous continuez, vous envoyez un deuxième, un troisième message. Vous avez son WhatsApp, ça suffit pas. Vous prenez son mail au mec. Vous envoyez un mail en disant voilà, c'est toujours moi. Voilà, c'est quand vous voulez. Moi, je suis prêt. Donc demain, pourquoi pas. Vous l'emmerdez jusqu'à ce qu'il vous prenne. Et s'il vous reçoit et qu'il vous dit écoute, vraiment, j'ai pas de boulot pour toi, eh ben vous revenez encore. Si vous vous dites encore une fois, il faut que le truc vaille le coup. Et vous dites ça, c'est tout à fait mon univers. Je me sens bien. Je veux essayer de bosser pour ces gens-là. Eh ben vous insistez. Voilà, c'est ça la première chose. C'est une fois que vous êtes dans la place, vous occupez l'espace. Vous êtes là, vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas négatif, vous n'êtes pas en week-end, vous n'avez pas votre compète de judo le mercredi à 18h, vous n'avez pas de vie, vous êtes dispo, voilà. Il n'y a pas d'histoire de « Ah ben ça m'embête parce que mon petit cousin, il a son baptême demain. » Rien à foutre de ça, on s'en fout, ça m'intéresse pas. Voilà. Ça, c'est très important. Vous êtes disponible, vous êtes enthousiaste, vous bossez, voilà. Et ça se passera très bien. Parce qu'il n'y a pas un mec ou une fille sur Terre qui voit arriver un jeune en disant « Ah ben le mec, il est ponctuel, il est toujours prêt, il est disponible, il est enthousiaste, mais je ne vais pas le garder. C'est quoi, je ne vais pas le garder, non. » Mais si, bien sûr que si. Parce que le type qui, à l'inverse, n'est pas tout ça, mais qui est soi-disant très bon, qui a une voix incroyable, un physique de dingue, qui est très à l'aise dans tous les... Ça n'existe pas. Voilà. Donc, c'est ça le truc. C'est de réussir à être le plus disponible possible et actif. Il ne faut jamais se décourager, mais le seul truc négatif, en tout cas, que j'ai à redire, faites quand même attention à ne pas... Quand vous sentez un environnement un peu toxique, que ce soit un chef qui peut s'avérer être un salopard ou un type qui ne tient pas ses engagements, vous êtes très mal payé, vous sentez qu'on vous exploite, qu'on se fout de votre gueule, et ben ça, tout l'or du monde ne vaut pas ça. Donc vous barrez. Il ne faut pas hésiter aussi à dire non. Ou dernier truc, si on vous dit tiens, tu veux pas faire ça là, je sais pas moi, il y a un direct de snooker demain, j'ai mon commentateur qui est pas là, tu veux le faire? Si c'est demain, si vous n'avez pas de consultant, si c'est un sport que vous ne maîtrisez pas du tout, même en une nuit blanche de boulot, ça ne suffira pas. Donc vous dites non. Il faut savoir identifier la chance qu'on vous propose. Ah, c'est ma chance. Vous êtes tennis. Si on vous dit est-ce que tu veux commenter un match demain, ah bon, j'aurais préféré plus de temps. Non. Vous dites oui, évidemment. Si on vous dit encore une fois snooker, je sais pas ce que c'est que le snooker. Ah d'accord, j'ai regardé sur... j'ai pas de consultant, etc. Vous dites non. Et ne croyez pas parce que la personne des plannings vous dit écoute, tu me rends service, on s'en souviendra, je t'en prie, parce qu'on n'a personne. T'inquiète pas. Ils ont quelqu'un, ils trouveront quelqu'un. Si toi, tu fais un AVC dans le métro, ils trouveront quelqu'un pour te remplacer. Donc, c'est des conneries. Ne le faites pas. Voilà. Fais-le ou ne le faites pas. Comme dit Yoda, mais il n'y a pas d'essai. Vous le faites ou vous le faites pas. Mais si vous sentez que vous ne pouvez pas le faire, il n'y a pas de honte à dire je ne fais pas. Super. Magnifique conseil. Pour conclure, toi qui aimes raconter des histoires, qui aimes les histoires, je vais te demander qui tu verrais ici, à ta place, pour raconter la sienne pour Univers Tennis. Qu'est-ce que ça peut être? N'importe qui de l'Univers Tennis? N'importe qui de l'Univers Tennis. Je sais pas, moi. Je trouve que c'est très rare de tomber sur quelqu'un d'inintéressant. Je trouve aussi. Chacun a son histoire à raconter. Oui, les interviews. Puis, les gens adorent se raconter, de toute façon. Mahut, tiens. Je verrais bien Mahut. Savoir un peu ce qu'il a dans le bide. Oui, embêter Mahut. Ouais, c'est pas mal. Pourrisser Santoro. Massacrer Pain. Aller chercher Pouille aussi, qui a été consultant. Clément, remarquable. Arnaud Clément. Remarquable, parce que monument de simplicité au départ, etc. Mais beaucoup de choses à dire. Très respectueux, mais en même temps assez malicieux. Bon mélange. La clé. Mais Mahut aussi, très bien. Parfait. C'est noté. L'invitation, l'heure est envoyée. Écoute, c'était un super moment. Je te remercie C'est moi. Pour cette petite heure. C'était magnifique. Et voilà, si je devrais te laisser le mot de la fin. Eh bien, longue vie à Univers Tennis. Non, mais c'est vrai. Je trouve que toute démagogie mise à part, on n'a pas assez de support comme ça, où on parle tennis. Moi, je suis toujours absolument hystérique de joie quand je vois arriver, vous, ça fait 2 ans et demi à peu près. 3 ans, ouais. Ouais.
je suis très très content quand je vois arriver un support comme ça et derrière quand ça continue d'être alimenté, d'être étoffé. Donc j'espère que ça va durer encore facilement 30 ans de plus. Bah, on espère. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir. Et voilà, on essaie de se revoir une prochaine fois. Ça marche. Merci Avec beaucoup. plaisir.